Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui pas de débrief bien évidemment, la saison est finie. C'était long, c'était dur, c'était pénible. Mais ça y est, on est arrivé à la fin et donc c'est un petit peu l'heure des bilans. Donc tout le monde y va de son petit bilan. Donc moi aussi j'ai envie de donner un petit peu mon avis sur cette saison qui a été globalement moyenne à mes yeux, malgré un dernier objectif atteint qui était quand même pas des moindres, qui était la Ligue des Champions. Mais on va essayer de revenir un petit peu ensemble sur tout ce qui s'est passé. Alors je vais pas rentrer dans, je vais pas réanalyser les matchs, je vais pas réanalyser toutes les statistiques, je vais pas analyser tout en profondeur. Je vais essayer d'avoir une vision globale et surtout une vision subjective de ce que j'ai ressenti par rapport aux joueurs, par rapport à l'entraîneur, par rapport au match, par rapport aux points gagnés, par rapport aux points perdus, par rapport aux objectifs gagnés, par rapport aux objectifs perdus, ceux qui ont été atteints, ceux qui n'ont pas été atteints, etc. Donc je vais essayer de voir un petit peu avec mes petites feuilles tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait, et puis de donner vraiment un ressenti sur ce qui s'est passé par rapport à cette saison un petit peu compliquée. Et puis on va voir aussi, on va essayer de réfléchir un petit peu ensemble aussi à ce qui arrive, parce que bizarrement la saison est finie, mais la nouvelle commence déjà, parce que le mercato commence que mi-juin, mais il y a déjà des infos, il y a déjà des transferts d'effectués. Ça va très très vite, j'ai l'impression, à Monaco en ce mois de mai, ce qui est pas plus mal, mais le mercato, on va dire, n'est pas officiellement ouvert, mais a déjà commencé. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu ensemble sur la suite des événements. Donc revenons sur la saison 2024-2025. Je vous l'ai dit, pour moi c'est une saison moyenne parce qu'il y a des objectifs qui ont été vraiment foutus à la poubelle. On va voir un petit peu comme la Coupe de France. La Ligue des Champions, bizarrement, il y a une grosse frustration après une élimination qui a été un petit peu dure à avaler. Puis après, il y a la Ligue 1 avec un objectif atteint, mais des points perdus bêtement, comme plein d'autres équipes de Ligue 1. Donc globalement, on va peut-être parler des chiffres déjà, parce qu'on finit troisième de Ligue 1, donc c'est très bien, même si moi j'aurais préféré la deuxième place, voire un peu plus de points pour essayer de titiller le PSG, mais ça, on a bien compris que c'était peine perdue. Donc on finit troisième avec 18 victoires, si je ne dis pas de bêtises, 7 matchs nuls et 9 défaites. Donc 9 défaites, je trouve ça beaucoup, surtout contre des équipes qui sont pas forcément, qui n'ont pas été forcément des matchs très difficiles. Hein. On pense à des points perdus bêtement contre Montpellier, Angers, etc. Enfin, je passe tous ces matchs dits faciles, comme le Havre par exemple, où on a perdu des points bêtement. On a marqué 63 buts, on en a encaissé 41. Alors ça c'est le grand paradoxe de cette saison, c'est que j'ai vu beaucoup de réflexions sur les réseaux sociaux qui expliquaient qu'on avait une bonne défense, que statistiquement on avait encaissé très très peu de buts. Mais le paradoxe c'est que quand on voit les matchs, on encaisse peut-être pas autant de buts qu'on penserait, mais il y a un système défensif qui cette saison qui est pour moi à revoir parce qu'on a souffert défensivement. On a vu beaucoup d'équipes nous marquer des buts et on a vu quand même une assise défensive très fragile. Mais ça, on va y revenir. Donc 61 points au total, ce qui est quand même pas mal, mais peu suffisant quand on s'appelle l'AS Monaco, parce qu'on a vu que des équipes comme Marseille, Lille, Nice, Strasbourg et compagnie nous ont cassé les bonbons absolument toute la saison. Donc on avait un niveau très très élevé pour la recherche du podium, hormis le Paris Saint-Germain, et on a vu un Monaco qui a failli passer à la trappe, mais qui a réussi à être là quand même sur la fin, notamment en battant cette équipe lyonnaise. Donc, je vous l'ai dit, le bilan des compétitions pour moi n'est pas suffisant, en sachant que l'objectif du podium et de la Ligue des Champions n'est pas suffisant. J'ai trouvé que la Coupe de France a été une compétition pitoyable de la part des Rouges et Blancs qui se sont fait éliminer par Reims dans une période peut-être un peu compliquée, mais le match contre Reims en Coupe de France reflétait un petit peu ce que je vous ai dit dans tous ces points perdus en Ligue 1 qui étaient quand même très très bizarres. On est quand même arrivé à Delaune, à Reims, avec
une prestation moyenne, un match moyen, une incapacité à marquer des buts, une faiblesse défensive qui était quand même dans cette période très 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 difficile. Et on a vu quand même un Monaco vraiment pas très glorieux, dans une période pas facile. Et l'élimination, franchement, a été pour moi très 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 dur à avaler, surtout quand on voit que la finale de la Coupe de France nous a donné un PSG Reims absolument affligeant, parce qu'il n'y avait rien en face, et que même si le PSG est très 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 fort, j'aurais préféré quand même qu'en face il y ait une équipe de Ligue 1 du top 5, on va dire. J'aurais préféré, sans manquer de respect à Reims, un PSG Monaco, un PSG Marseille, un PSG Lille, un PSG Nice, voire un PSG Lyon. Enfin, c'était assez affligeant cette Coupe de France, et je trouve qu'on a perdu beaucoup beaucoup d'intérêt en tant que spectateur une fois que notre club était sorti. Donc, Coupe de France catastrophique. Donc la Ligue des Champions, comme je vous l'ai dit, il y a aussi un grand paradoxe cette saison où on a commencé très très fort et on s'est retrouvé quand même sur cette nouvelle formule avec une Ligue 1 type classement, avec une nouvelle compétition à découvrir, avec plus de matchs, avec pas forcément des matchs aller-retour, mais vraiment des confrontations directes avec des gros clubs, des moyens clubs et des petits clubs. Et on a vu Monaco qui a commencé très fort en battant Barcelone et qui au fur et à mesure a commencé à pêcher un petit peu, et on a commencé à perdre des points contre Benfica, puis après on s'est fait exploser par des gros calibres. Ça c'est normal, mais on peut revenir un petit peu sur ces gros calibres. On a vu quand même un Monaco qui n'était pas du tout au niveau quand on a pu jouer contre Arsenal, contre l'Inter de Milan et des équipes comme ça. Donc on a vu le travail qu'il y avait encore à effectuer, la montagne absolument gigantesque pour Monaco pour accéder à une certaine rivalité dans des matchs de très 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 haut niveau. Pareil que quand on jouait le PSG, on voit que le PSG cette année c'est hors norme. Mais nous, en Ligue des Champions, voilà, on a commencé très fort, on a très très mal fini, mais on a réussi à se qualifier en barrage, et on a eu la chance au tirage de choper Benfica, et honnêtement, dans les deux confrontations, je pense qu'on aurait pu passer. Et on n'est pas passé parce qu'on a vu toutes les lacunes que je suis en train de vous décrire cette saison, avec une armada offensive monégasque qui était plutôt intéressante, mais une défense catastrophique, parce qu'au match retour, on en prend 3. Enfin, on met 3 buts et on en prend 3. Donc il y a un problème. Et je pense que l'année prochaine, la direction va travailler là-dessus. Mais on a vu un système défensif très 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 fébrile, très 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 fragile. Et dans cette double confrontation contre Benfica, on aurait dû passer, on aurait pu passer, et on l'a pas fait. Voilà. Alors je ne vais pas revenir sur les problèmes d'arbitrage dans la Ligue des Champions. Il y en a tout le temps, il y en a partout. Moi, j'essaie de me concentrer sur Monaco, qui pour moi n'a pas forcément été très 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 brillant dans cette double confrontation contre Benfica, parce qu'en plus on est passé à ça, et au final, moi j'étais pas frustré parce que je savais que défensivement on n'y arriverait pas. Et c'est ce qui s'est passé au match retour contre les Portugais. Donc une Ligue des Champions frustrante. Donc vous voyez, une Coupe de France catastrophique, une Ligue des Champions frustrante, et en Ligue 1, et bien là c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi je trouve qu'on a pas assez de points pour un club comme Monaco. On a bataillé fermement contre des équipes très très fortes entre la 2e et la 6e place. On a vu quand même des Strasbourgeois étincelants, on a vu des Lillois costauds, on a vu un Marseille qui était quand même assez libre de se concentrer sur la Ligue 1. Mais Marseille n'a pas été très flamboyant non plus, parce qu'on est à 3,2. Et on voit que quand même, sans Ligue des Champions, Marseille a quand même perdu aussi beaucoup beaucoup de points et n'a absolument pas pu tenir la dragée haute à Paris. Donc nous, même problème, même configuration, sachant que nous, on jouait le mercredi et on enchaînait le week-end. On n'avait peut-être pas un effectif assez gros, assez large. On pourra revenir sur le mercato où on a vu qu'on manquait de milieu de terrain, etc. et qu'on avait des petites lacunes ici et là. Mais en tout cas, dans cette compétition qu'est la Ligue 1, on a vu un Monaco qui a perdu beaucoup de points, et je vous le répète, on n'a pas le droit de perdre des points contre Montpellier, contre Le Havre, contre Angers, contre Nantes aussi, je crois qu'on a perdu des points. Enfin, on a perdu quand même pas mal de points dans une compétition qui était largement à notre portée, même s'il y avait la Ligue des Champions au milieu de semaine. Donc, un objectif atteint, la Ligue des Champions, ça c'est formidable parce que c'est la base.
on se satisfait d'une troisième place et d'une qualification en Ligue des Champions, mais Monaco, qui va en Ligue des Champions, c'est juste la norme en fait. On n'a pas on devrait pas faire la fête en sachant que c'est la base. C'est-à-dire que Monaco doit finir podium tous les ans. Elle le fait. On a vu un petit peu, j'ai regardé un petit peu les différents classements au fil des saisons, et c'est vrai que Monaco a quand même une constance, une certaine constance. Ouais, on est assez constant dans cette faculté à se qualifier en Coupe d'Europe. Alors des fois, on n'y arrive pas, mais globalement, Monaco en Ligue des Champions, c'est quand même une grande histoire d'amour. Et y retourner l'année prochaine, j'ai envie de dire, c'est normal. Donc, vous voyez, Coupe de France catastrophique, Ligue des Champions frustrante, et une Ligue 1 minimale, on va dire. Voilà. Monaco ne devait pas finir 4e, 5e, 6e, voire pire. Le podium, c'est la base. Voilà. Donc là, j'ai essayé de repenser un petit peu le bilan des chiffres et des classements et des compétitions. Maintenant, on va parler un petit peu des joueurs. Parce que les joueurs, c'est un petit peu quand même ce qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir un petit peu tout ce qu'ont proposé notre effectif, tout ce qu'ont proposé nos joueurs pour cette saison qui était longue, pénible et compliquée. Donc on va essayer de penser par ligne. Je vous ai dit, là je les ai tous, donc je les ai notés. On va essayer de réfléchir ensemble un petit peu sur ce qui a été, ce qui n'a pas été en fonction des joueurs. Donc on va commencer par les gardiens, parce que le gardien, finalement c'est le plus gros chantier à travailler dans cette mi-saison, parce que la gestion des gardiens a été absolument catastrophique. On est parti sur ce début de saison 2024-2025 avec une idée en tête qui était de mettre Majeki titulaire, que numéro 2. Et très très vite, on a vu que ça ne fonctionnait pas et que Majeki n'avait absolument pas les épaules et les mains pour être le titulaire indiscutable de l'AS Monaco. Donc il y a eu des variantes, il y a eu des combinaisons de semaine en semaine, de mois en mois. On voyait un entraîneur à 18h qui ne savait pas qui mettre. Majeki, qui jouait, qui faisait des conneries, était remplacé par Keun. Keun qui faisait des conneries, Majeki revenait, alors sous prétexte qu'il y avait une blessure, etc. Mais tout au long de la saison, on a vu que l'entraîneur était incapable de choisir qui était plus fort entre Majeki et Keun. Donc le chantier gestion des gardiens catastrophique, le chantier est énorme pour cet été, et on voit bien que là, en ce début de mercato, en ce début d'intersaison, Monaco cherche un gardien et on a déjà quelques pistes, on y reviendra en fin de vidéo. Donc, Majeki, Keun, Liénard, un chantier compliqué, difficile et une saison, on va dire, globalement ratée. Voilà, parce que Keun et Majeki, en réalité, ne sont pas très 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 bons. Au niveau de la défense, alors là ça a beaucoup tourné, même si pour moi c'est le chantier le plus délicat, le plus sensible, parce que je ne trouve pas que Monaco cette saison avait une assise défensive forte, même si on nous dit qu'on n'a pas pris beaucoup de buts, moi c'est vraiment pas l'impression que j'ai. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'erreurs, beaucoup de cadeaux, beaucoup de failles, beaucoup de fébrilité, beaucoup de difficultés à être solide derrière et d'arriver à consolider une équipe entre le milieu de terrain, l'attaque et la défense de façon homogène. J'ai trouvé que, bon après il y a le système de jeu et la philosophie du Turc qui veut ça, qui fait qu'on se découvre beaucoup, mais défensivement j'ai trouvé qu'on a été en grande difficulté. Singo n'a pas forcément fait une grande saison, on a vu qu'il a fait beaucoup de boulettes, beaucoup d'erreurs, beaucoup de cadeaux, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup, parce que c'est un joueur qui a une belle mentalité, qui est plutôt costaud, qui donne son corps à la science dans les matchs et qui va fortement. Mais on a vu qu'il a été quand même très très maladroit ici et là. On a vu sa blessure sur le gardien parisien qui a été quand même extrêmement spectaculaire. Mais j'ai pas trouvé que Singo... Enfin, pour moi, Singo n'a pas forcément confirmé ses bons débuts avec l'AS Monaco. Et je l'ai pas trouvé très 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 sécure dans cette saison. Kerrer, pareil. On nous le vend comme un capitaine, comme un joueur d'expérience, comme un joueur polyvalent. Certes, oui, c'est le cas. Mais sur le terrain, moi, je ne le trouve pas non plus sécure. C'est-à-dire que défensivement, il est souvent en difficulté dans les 1 contre 1. Il est bon sur les corners offensifs et il sait mettre sa tête là où il faut quand on a des coups de pied arrêtés devant. Mais derrière, je ne le trouve pas très bon non plus. C'est pas un joueur qui me rassure. Il est censé le faire, rassurer les supporters, rassurer ses coéquipiers, rassurer son entraîneur, mais je le trouve aussi, comme Singo, parfois en grande difficulté dans des
dans des aspects défensifs où on ne le trouve pas forcément toujours très 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 à l'aise. Salissou, on l'a pratiquement pas vu de la saison. Alors là, j'ai pas tout compris. J'ai l'impression que c'est un joueur qui est pas forcément très très à l'aise dans le groupe, dans l'effectif. Du peu que j'en vois, j'ai l'impression que c'est un taiseux qui parle pas beaucoup, mais qui n'est pas forcément, enfin, il s'est pas forcément imposé comme un patron, malgré ses qualités physiques et défensives. Mais lui aussi, il s'est un petit peu mélangé dans cet aspect défensif très 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 compliqué. Mawissa, c'est plutôt une petite satisfaction parce qu'il a été quand même, pour un jeune joueur, pas mal mis en avant. On l'a utilisé en tant qu'arrière gauche, en tant que défenseur gauche, pas encore mûr, pas encore à 100% et pas encore un titulaire indiscutable, mais il a quand même montré des belles choses, des bonnes choses dans une première saison qui ne demande qu'à être confirmée. Ouattara, on l'a pas vu pratiquement de la saison. Caio Henrique et Vanderson, ça c'est les gros dossiers des latéraux parce que eux ont été quand même plutôt intéressants. Caio Henrique, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été blessé longtemps, une grosse blessure. Il a enfin réussi à revenir, notamment en fin de saison, où on a quand même réussi à retrouver un petit peu son niveau de ses débuts, où il a galéré quand même pas mal de temps avec ses problèmes de santé, et là il est quand même vachement bien revenu. Donc je suis pas sûr qu'on le garde l'année prochaine, il est sûrement partant, un peu comme Vanderson, mais ça a été quand même une belle progression, malgré ses difficultés. Vanderson, pareil. Alors moi j'ai un problème avec Vanderson, c'est-à-dire qu'il a plein de qualités, mais c'est un joueur qui offensivement pour moi n'est pas bon parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas centrer, qui a un vrai problème au niveau de la finition, qui peut faire la différence sur ses adversaires, mais quand il s'agit de rentrer dans les 20 derniers mètres, voire dans la surface de réparation, il a tendance à paniquer, à pas trouver le bon geste, le bon centre, le bon coup de pied. Et pour moi, il a encore des lacunes à travailler. Donc est-ce qu'il va rester à Monaco? C'est pas sûr, parce que comme avec Caio Henrique, visiblement, ce sont deux joueurs qui auraient des bonnes sorties. Jordan Tézé, acclimatation difficile, pas forcément une bonne saison, mais lui aussi, sur la fin, il a joué un petit peu plus et je l'ai trouvé un peu plus intéressant qu'à ses débuts. Donc Tézé, c'est un peu comme Mawissa. Je pense qu'il faut les garder dans le groupe pour l'année prochaine et on va voir si ils confirment l'année prochaine. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Parce que ça a été un chantier compliqué. On a demandé au mercato un milieu de terrain coûte que coûte. Parce que l'été dernier, on n'avait pas fait le travail. On n'avait pas remplacé forcément tous les milieux de terrain qui étaient partants. Et au mercato d'hiver, on s'est dépêché de prendre un joueur un petit peu à l'arrache. On voit bien que ce n'était pas forcément le premier choix. D'ailleurs, Al Mousrati ne restera pas. Il ne nous a pas apporté grand-chose sur cette petite partie de transfert avec nous, mais voilà, il n'a pas été catastrophique, il n'a pas été éblouissant non plus, il a été plutôt invisible, on va dire, et on a bien compris que les dirigeants ne voulaient pas le garder. Donc la grosse satisfaction, on va dire, c'est Lamine Camara, qui a fait une bonne saison, bonne grosse saison. Avec Zakaria, on s'est trouvé notre milieu de terrain titulaire, avec un Zakaria qui s'est imposé comme un capitaine et qui a quand même déclaré son amour à l'AS Monaco. Et ça, c'est une des choses les plus importantes, parce que si vous avez la mentalité, vous avez les jambes et que vous avez l'envie de bien faire, en tant que capitaine, c'est quelque chose de très 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 important pour un groupe et pour un entraîneur. Donc Zakaria, plutôt une bonne saison, et Camara, une très très bonne saison. Magassa, il a été blessé aussi, hein, il n'a pas été épargné par les blessures, il a été comme un jeune joueur, et il nous a montré des belles choses et des choses un peu plus catastrophiques, mais lui il est en progression et il est censé rester avec nous parce que je pense que c'est un joueur qui peut encore progresser et qui peut nous apporter beaucoup de belles choses. Edan Diop, on l'a pas vu. Golovin, on l'a pas vu de la saison parce que lui, ses pépins de santé ont fait qu'il a été écarté des terrains absolument tout le temps. Et franchement, il jouait très peu, il n'était pas très performant, il se reblessait, repartait à l'infirmerie, il n'était pas là. Alors, il est partant, hein, je pense qu'il a fait beaucoup d'années avec nous, mais là, je pense que c'est le moment de le lâcher. Ben Seguir, pareil, grosse déception parce qu'il a commencé très fort et il s'est complètement éteint. Il a disparu de la circulation. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, dans sa vie privée, dans son entourage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais lui, il était très 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 prometteur. Il a vite disparu des radars et on attend une résurrection pour l'année prochaine parce que c'est trop décevant
contrairement à Akliouche qui lui est pratiquement l'homme de la saison, qui a progressé à toute vitesse, qui est devenu un joueur important, un titulaire indiscutable, et malheureusement il est partant aussi parce qu'on va le vendre, visiblement, ça y est, les gros clubs lui tendent la main, et il va déjà nous quitter. Donc c'est très frustrant, très triste, mais c'est le projet monégasque. Minamino, j'ai envie de dire, égal à lui-même, moyen, des petites fulgurances ici et là, mais pour moi, pour un titulaire et pour un joueur qui abat quand même beaucoup de travail sur le terrain, je l'ai trouvé un petit peu en grande difficulté sur beaucoup de matchs, voire transparent sur d'autres. Et puis sur quelques actions ici et là, il était présent aussi pour nous faire du bien. Donc c'est un joueur qui est quand même pas toujours très stable, pas toujours dans un niveau de performance toujours très élevé. Pour moi, il fait aussi des montagnes russes. Et c'est dommage parce que moi, c'est un joueur que j'aime bien, mais qui ne m'a pas encore donné toute la satisfaction qu'on attend de lui. Donc voilà, Lucas Michal, un petit jeune très prometteur qui nous a fait beaucoup de bien sur les peu de temps de jeu qu'il a joué. Moi personnellement, c'est un joueur que j'aimerais garder parce que du peu que j'ai vu, c'était très bien. Et puis maintenant, il y a le dossier de l'attaque où on a quand même 4 attaquants qui nous ont fait du bien et du mal. Voilà. Balogun blessé toute la saison, donc on va pas trop le juger, même si ça, il revenait sur la fin de saison puis il s'est reblessé directement. Donc on va dire une saison blanche pour Balogun. J'ai pas trop envie d'en parler. Mbolo, c'est la grosse déception. On attendait beaucoup de lui, joueur important, joueur plus vieux, joueur cadre, joueur qui a de l'expérience, joueur international. Et finalement, il nous a fait une saison catastrophique. Il a dû remplacer Balogun blessé sur le plan de l'attaque en tant qu'avant-centre. Et finalement, on s'est aperçu que ce n'était pas son poste. Donc il a été quand même très en difficulté en tant que numéro 9. Et puis quand Biret est arrivé, il a pu reculer un petit peu, c'était un petit peu mieux parce qu'il faisait un travail de sape et on a vu que Mbolo n'est bon que dans une attaque à 2 et quand on l'a mis tout seul devant, c'était absolument catastrophique. Donc Mbolo, perso, je ne garde pas. Donc voilà, Balogun, saison blanche. Ilinikena, on l'a très peu vu. Début de saison, on le voyait un peu plus, où c'était très intéressant. Mais lui, comme c'est un très jeune joueur, on va le garder, on va le façonner. Et en vieillissant, en étant de plus en plus mature et en connaissant de mieux en mieux le groupe, l'entraîneur, le club, etc., ça va bien se passer. Donc je finis avec la grosse satisfaction qui est Mika Biretz. Mika Biretz qui a été pris au mercato d'hiver parce qu'on avait besoin d'un buteur et d'un avant-centre. Et lui, il a tout pété, il a tout cassé, il est arrivé, il a marqué plein de buts, plus d'une dizaine de buts. Un vrai profil qu'on n'avait pas, un buteur, un renard des surfaces, un mec avec une mentalité formidable qui se dépouille pour l'équipe. Maintenant, sa grande difficulté à lui, ça va être de confirmer l'année prochaine parce que du peu qu'on a vu, ça a quand même été très intéressant. Donc Biretz avec Akliouche, j'ai envie de dire, homme de la saison. Voilà, donc rapidement les satisfactions et les déceptions de la saison, donc je viens de vous le dire. Au niveau des satisfactions, pour moi, Akliouche, Camara, Zakaria qui s'impose comme un vrai capitaine, Biretz, Caio Henrique qui revient très fort, et la qualification en Ligue des Champions. Donc ça pour moi, c'est toutes les satisfactions de la saison. Maintenant, les déceptions, c'est tout le reste. C'est pour une année centenaire, on n'a pas forcément brillé, on n'a pas ramené de coupe à la maison. La Coupe de France, je dis pas que c'était possible, mais on devait aller beaucoup plus loin. En Ligue des Champions, on aurait pu aller plus loin. Et en Ligue 1, ça aurait été bien d'avoir beaucoup plus de points si on n'en avait pas perdu autant bêtement. Voilà, donc à part les satisfactions de joueurs que je vous ai cités, tout le reste pour moi c'était en dessous. Donc l'année prochaine, il va falloir faire un grand ménage pour certains et faire progresser d'autres pour retrouver un petit peu d'allant et de combativité dans une saison qui l'année prochaine va aussi être très difficile. Maintenant, on peut parler rapidement d'Adi Hutter. Est-ce que j'ai trouvé la saison d'Adi Hutter bonne ? Non. J'ai pas du tout aimé cette saison qui nous a quand même montré ses limites dans le jeu, dans cette faculté à ne pas gommer les problèmes, c'est-à-dire que défensivement, je vous l'ai dit, c'est le gros point noir de la saison. Alors, Hutter demande un jeu offensif, un jeu qui va vers l'avant, un jeu, on va dire, c'est tout pour l'attaque, où on essaye de jouer rapidement vers l'avant. Quand ça marche pas, c'est compliqué pour lui, mais alors, quand on se découvre derrière et qu'on prend
beaucoup de buts avec des gardiens qui ne sont pas au niveau, avec des défenseurs qui se font prendre dans le dos comme des enfants. J'ai envie de dire que ça a été du début de saison à la fin de saison et que Adi Hütter n'a absolument pas réussi à gommer les problèmes défensifs. Donc si l'année prochaine, il arrive à trouver une assise défensive forte et qu'il continue de développer son amour pour le jeu offensif et pour ce jeu vers l'avant qui donne un pressing haut, fort et dynamitant, on va dire le jeu, eh bien, je pense que ça peut aller beaucoup mieux. Parce que Adi Hütter reste un bon entraîneur, moi je n'ai rien contre lui, mais ce que je n'ai vraiment pas aimé et ce que je n'aime pas depuis qu'il est arrivé là, c'est cette faculté à délaisser un petit peu l'aspect défensif pour un jeu offensif qui est vraiment sa marque de fabrique. Après, il y a eu tous ces faits de jeu avec des remplacements difficiles, tardifs dans certaines rencontres, qui nous a laissé un petit peu perplexes, mais ça, c'est notre méconnaissance du groupe au quotidien. Lui, il connaît bien ses joueurs, il connaît bien son équipe, donc ça, je lui en tiens par rigueur. Mais l'année prochaine, Adi Hütter, tu dois faire une seule chose, c'est consolider ta défense pour avoir vraiment une équipe encore plus forte. Maintenant, est-ce que Skuro a fait un bon mercato? J'ai envie de dire oui et non. Après, on est Monaco, on n'est pas le Paris Saint-Germain, on a eu des satisfactions, on a eu des déceptions et que, à l'image de la saison, j'ai envie de dire que le travail de Skuro l'année dernière a été moyen. Il s'est quand même bien rattrapé au mercato d'hiver avec une excellente recrue qui est Mika Biretz. Donc on va dire qu'il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses et qu'on ne peut pas tout brûler. On ne peut pas demander à Skuro de partir, on ne peut pas demander à Adi Hütter de partir, parce que certes, il y a vraiment plein de choses qui ne vont pas, mais il y a quand même des choses qui vont bien, et ça, c'est un petit peu la base et ce qu'on demande à une AS Monaco forte. Donc, qu'attendre de la saison prochaine? Eh bien, je vous l'ai dit, continuer comme ça. Se renforcer à des postes clés en sachant qu'il va y avoir des partants importants. Akliouche va partir, Golovin va partir, un gardien de but titulaire fort et vraiment sécurisant un petit peu sa défense. Ça va être les gros chantiers. Devant, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin. Biret sera là. Si Mbolo part, oui. Il y aura sûrement un attaquant. Alors on parle déjà de joueurs, hein. On a parlé de Boniface, de Leverkusen, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il faudra un buteur si Mbolo s'en va. Il y a des jeunes qui reviennent, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient leur place. Des milieux offensifs, il va en falloir. Un milieu défensif, il va en falloir un aussi parce que Mousrati ne sera pas retenu. Puis derrière, il y a les latéraux, hein, Caio Henrique et Vanderson, qui vont sûrement être remplacés aussi parce que s'il y a des bonnes offres, ils ne seront plus là. Voilà, donc je vous dis, le mercato a déjà commencé, on a recruté un défenseur central, Eric Dyer, ancien joueur de Tottenham et du Bayern Munich, un joueur de 31 ans, qui a une bonne expérience et qui va faire beaucoup de bien aux jeunes. Donc ça, c'est pour moi une bonne recrue. On parle quand même d'Ansu Fati, là, sur le côté gauche, pour remplacer Golovin, pour jouer sur le côté gauche. Ansu Fati, tout le monde le connaît, hein, c'est ce jeune talentueux espagnol qui jouait au Barça, qui a commencé très fort et qui a même, j'ai entendu à l'époque, été comparé à Lionel Messi. C'est un peu fort de café, mais qui s'est un petit peu perdu depuis quelques années avec des blessures, avec un temps de jeu réduit, un prêt à Brighton qui a été pas forcément concluant. Donc c'est un joueur en perdition, c'est un jeune joueur qu'on est en train de perdre et qui n'est plus du tout au niveau, mais Monaco a visiblement envie de tenter le pari avec ce prêt, parce que ça sera un prêt, ça c'est une bonne chose, avec option d'achat. Donc d'ailleurs, Ansu Fati, pour l'instant, c'est les dossiers chauds du mercato. Au niveau des gardiens, il y a deux noms qui reviennent. Visiblement, Skuro est parti pour faire un recrutement Made in France, Made in Ligue 1, parce que deux gardiens se détachent dans les médias. C'est le gardien de Nice, Bulka, et le gardien de Strasbourg, Petkovic. Voilà, deux bons gardiens qui ont été vraiment très mis en lumière cette année en Ligue 1 avec Strasbourg et Nice. Donc là, pour l'instant, on se pencherait là-dessus. Bon, je pense qu'il y aura des surprises encore à venir, mais pour l'instant, c'est les deux noms qui sont sortis. Voilà, donc au niveau des retours de prêt, pour finir, Skuro aurait déclaré que Boadou ne serait pas retenu, tu m'étonnes, Tinkres non plus, Efekele non plus,
et Valmy ne seraient pas retenus pour l'année prochaine. Donc eux, on ne les verra pas à Monaco l'année prochaine. Par contre, le petit Brunner, le petit Allemand qui a été prêté au Cercle de Bruges, lui aurait peut-être sa chance en pré-saison. Voilà. Donc j'ai fait le tour, ça fait une demi-heure que je parle. J'espère que ce n'est pas trop long, que ça ne vous a pas trop saoulé, mais j'ai essayé de faire un bilan global de ce que j'ai ressenti par rapport aux objectifs de la saison, par rapport aux joueurs, par rapport à l'effectif, et par rapport à ce qui nous attend demain, par rapport à la saison 2025-2026. J'espère qu'on sera au niveau, j'espère qu'on sera de retour en Ligue des Champions de façon forte, avec un recrutement digne de ce nom, parce que j'ai l'impression que la Monaco, en tout cas en ce début de mercato, donne l'impression d'avoir envie de taper fort. Mais on sait, on est Monaco, on a une logique économique, on a des prix à ne pas dépasser, on a un budget à ne pas flamber, et il va falloir être intelligent, malin. Skoro nous prend un joueur libre, un joueur en prêt. Pour l'instant, c'est plutôt bien foutu. Donc renforcer les postes à problème, et tout va bien se passer. On espère. Voilà, 31 minutes, je vous laisse là-dessus. J'espère qu'on va se revoir rapidement pour des bilans mercato. Et puis en attendant, je vous dis un gros Daguet-Monégou. Et puis profitez bien de vos vacances parce que là, ça va être long. Il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas d'Euro. Monaco reprend fin juin, donc là, on a du temps à perdre. Allez, à bientôt les copains.